Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le plaidoyer du Bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale face aux multiples défis auxquels la sous-région est confrontée. En matière de sécurité notamment, les Nations Unies plaident en faveur d'un renforcement de la coopération régionale entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et d'autres organisations. La dissolution du ministère des Travaux publics au Gabon, une décision prise par le président Ali Bongo Ondimba en raison des lenteurs constatées. C'est désormais la primature qui s'attellera à la gestion des travaux publics. Et puis focus sur la réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une réunion consacrée à la stabilité monétaire de l'UEMOA. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Kenya, où le nouveau président tranche avec la politique de son prédécesseur. À peine investi, le nouveau chef de l'État, William Ruto, a décidé ce 14 septembre de ne plus reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. L'information a été confirmée par le dirigeant lui-même sur les réseaux sociaux. Le président kényan, qui recevait ce jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, était venu lui remettre un message de félicitations de la part du roi Mohamed VI. Selon un communiqué conjoint, le Kenya a pris la décision d'entamer les étapes pour la fermeture de la représentation de la RASD à Nairobi. La même source précise par ailleurs, je cite, que le Kenya soutient le cadre des Nations Unies en tant que mécanisme exclusif pour parvenir à une solution politique durable et permanente aux différends sur la question du Sahara. Notons également que les autorités kenyanes et marocaines ont convenu de renforcer au cours des 6 prochains mois leur partenariat stratégique. Dans l'actualité également, la sentence est tombée pour Yemenia Airways. Ce 14 septembre, la compagnie aérienne yéménite a été condamnée à verser une amende maximale de 225 000 €. Un verdict rendu par le tribunal correctionnel de Paris, qui a aussi condamné la compagnie à débourser plus d'1 million d'euros à 2 associations. Yemenia Airways a été reconnue coupable d'homicide et de blessures involontaires. Au cœur de ce dossier, le crash d'un A310 survenu le 30 juin 2009 dans l'océan Indien au large des Comores. Un incident qui a causé la mort de 152 personnes. Le tribunal correctionnel a souligné, je cite, 2 imprudences en lien direct avec l'accident. Les imprudences commises démontrent de la part de la compagnie une culture de la sécurité et de la responsabilité défaillante. À noter que la compagnie compte faire appel de ce jugement. Crise sécuritaire, changement climatique ou encore conflit intercommunautaire, l'Afrique centrale est confrontée à de multiples défis. Pour y faire face, les Nations Unies insistent sur la nécessité de renforcer la coopération régionale entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et d'autres organisations ou partenaires clés. C'est en tout cas le plaidoyer formulé par le Bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale, Roberto Bogbe. Dans le combat pour le maintien de la paix, l'importance d'une communauté économique des États de l'Afrique centrale forte est nécessaire, estime le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dans une interview accordée à Africa 24, Samuel Gaïgui, directeur des affaires politiques de l'UNOCA, souligne que l'objectif est d'aider ses États membres à relever les défis auxquels l'Afrique centrale est confrontée, y compris le terrorisme et l'extrémisme violent, l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, la faible participation des femmes au processus de paix et au processus politique, ainsi que l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité. On voit de plus en plus que ces changements climatiques provoquent des déplacements de population, provoquent aussi une pression sur les terres, une pression foncière qui, de fait et par conséquent, crée potentiellement des conflits. On parle beaucoup de conflits intercommunautaires, souvent dans les zones frontalières, dans les zones périphériques des pays. On parle de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et tout cela, je dirais, ne peuvent être complètement dissociés de l'impact des changements climatiques. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale œuvre à donner la priorité à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, où la criminalité maritime organisée demeure une menace pour la sécurité de l'État et des personnes, malgré une diminution globale des actes de piraterie. Sur un autre front, l'impact des changements climatiques exacerbe les tensions entre les communautés en Afrique centrale en raison de la raréfaction des ressources naturelles.
la communauté économique pour les États de l'Afrique centrale, également la CEMAC dans la sous-région, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui est aussi un de nos partenaires, sont autant d'entités avec lesquelles on travaille étroitement pour justement avoir la même lecture des dynamiques politiques, sécuritaires et économiques aussi dans la sous-région et voir comment elles affectent la paix et la stabilité. Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest et centrale semblent, selon les spécialistes des questions sécuritaires, avoir été affaiblis par les opérations militaires ainsi que leurs propres luttes intestines. Pour autant, l'accroissement du soutien international aux efforts nationaux et régionaux visant à les vaincre reste constant. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a décidé de dissoudre le ministère des Travaux publics. En cause, la détérioration des voies urbaines qui a suscité un mécontentement global auprès des Gabonais. D'après un communiqué des autorités publié le 12 septembre, le chef de l'État aurait également constaté des lenteurs dans la réhabilitation du réseau routier national. Les détails avec Marie-Colette Babasagana. Dans un décret signé lundi 12 septembre 2022 et lu par la première ministre Rose Christiane Raponda, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dissout le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Une décision qui fait suite aux lenteurs observées dans la réhabilitation du réseau routier national. Compte tenu des très nombreuses récriminations des populations concernant la forte dégradation des voiries urbaines de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, exprime sa colère par rapport aux lenteurs constamment observées et dénoncées par lui dans la réhabilitation du réseau routier national. Aussi, par décret du président de la République, chef de l'État, en date de ce jour, le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures est-il dissous. Dans son discours de vœux à la nation pour l'année 2022, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé d'importantes activités dans le secteur routier. L'objectif étant de désenclaver les voies publiques et lutter contre l'état d'insalubrité persistant et croissant dans le pays. Pour permettre à chacun de mieux circuler, se déplacer, de nombreux projets routiers, jusqu'alors à l'arrêt, ont été relancés. Certains sont même déjà achevés. C'est le cas de plusieurs dizaines de kilomètres de réseau routier dans Libreville et Ovendo, ou encore à Oyem, Pont-Gentil, Mouila, Chibanga ou Makoukou. Le 16 août 2022, à la veille de la célébration du 72e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance, le président Ali Bongo avait fait l'annonce, entre autres, d'un investissement de près de 50 milliards de francs CFA pour des projets routiers d'ici août 2023. Une enveloppe de plus de 50 milliards permettra la réalisation de nouveaux tronçons, aussi bien dans le Grand Libreville que dans les agglomérations de l'intérieur du pays. Précisons qu'il a été créé au sein des services du Premier ministre un département en charge des travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Si le personnel du ministère dissous est mis à la disposition de la primature, Léon Amel Mbouda Balossi, son administrateur, a quant à lui été limogé. Le Sénégal a abrité ce 14 septembre la réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont notamment planché autour de la question de la stabilité monétaire de l'UEMOA, une question cruciale à l'heure où le conflit en Ukraine perdure. Les explications de Philomène Tine. À l'instar des autres pays du continent africain, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA connaissent des crises profondes imputables au Covid-19, à l'insécurité, au changement climatique et au conflit russo-ukrainien. À cet effet, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO a analysé et compte prendre en charge la question liée à la stabilité monétaire de l'espace économique. Ceci lors de sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2022, tenue le 14 septembre 2022 à Dakar, au Sénégal. Lors de ma prise de fonction le 8 juillet 2022, j'ai indiqué que l'atténuation de l'impact de ces crises sur nos économies
constituera un des défis que je compte placer au cœur de mes priorités. Celle-ci nous oblige à être constamment vigilants et attentifs aux mutations en cours. Elle nous impose surtout d'être proactifs pour proposer et prendre des solutions idoines au moment approprié. Le comité de politique monétaire de la BCEAO entend apporter dans l'exercice de son mandat sa contribution au développement des économies de l'espace UEMOA. Le comité de politique monétaire analysera également la demande d'admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts du Fonds commun de titrisation des créances dénommé Sukuk Sogepa SN 2022. Nous avons également 2 notes inscrites en information. La première porte sur le rapatriement des recettes d'exportation à fin juin 2022. La seconde note est relative à la situation du secteur bancaire de l'Union à fin juin 2022, essentielle pour assurer le financement de nos économies. Depuis 2020, les États membres de l'UEMOA ont mis en œuvre des mesures et des actions afin d'atténuer les effets de ces différents chocs sur les populations et relancer l'économie de l'Union. Par ailleurs, dans la note mensuelle de conjoncture économique de juillet 2022, le rythme de progression de l'inflation a connu une décélération de 7,4% en juillet et 7% en août 2022, en glissement annuel. Après 7 années passées à la tête d'Ecobank, le directeur général sortant Ade Ayeyemi s'apprête à passer le flambeau à Jérémy Awouri. La société mère du groupe basée au Togo a annoncé le 12 septembre son départ à la retraite. Pour assumer ses nouvelles responsabilités, son successeur peut notamment compter sur ses années d'expérience aux commandes de Absa Bank Kenya. Les précisions de Jeanne Chema. Retraite méritée pour Ade Ayeyemi qui achève sa mission de directeur général du groupe de services financiers Ecobank après 7 années au poste. La société mère du groupe Ecobank qui a rendu publique l'information le 12 septembre indique que M. Ayeyemi prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 60 ans conformément à la politique de l'institution. Cela a été un grand privilège pour moi d'avoir pu diriger une équipe formidable d'éco-banquiers afin de permettre au groupe Ecobank de renouer avec la croissance et de continuer à réaliser notre noble mission panafricaine. Le président du conseil d'administration d'Ecobank, Alain Conchou, a félicité Ade Ayeyemi comme un manager qui a su repositionner la banque, fournir des bénéfices, relever les défis, saisir les opportunités et positionner Ecobank pour une croissance durable à long terme. Le résultat net du groupe a connu une croissance de 305% en 2021 par rapport à 2020, passant de 88 millions de dollars américains à 357 millions de dollars entre les 2 exercices. Que la base de ce bond, c'est toute la restructuration, c'est le résultat de toute la restructuration qui a eu lieu justement au cours de ces 5 dernières années et des bons choix et des bons travaux justement du management qui aura redonné, repositionné la banque dans un état où on peut justement compter sur des revenus et des bénéfices, n'est-ce pas, qui correspondraient aux aspirations des actionnaires aujourd'hui. Ecobank couvre actuellement 33 pays répartis à travers l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. La banque ambitionne d'accroître ses parts de marché dans ces différentes régions. On a une empreinte géographique qui est ce qu'elle est, 33 pays comme on l'a dit, mais seulement aussi on est assez clé dans des pays dans lesquels on est fort. Comme je l'ai dit, on est dans 15 pays, on est loin les 3 premières. Ce qui veut dire aussi que quelque part, comme à l'inverse de beaucoup d'autres pays, c'est que nous, on considère qu'on est des acteurs assez critiques par rapport au financement de ces pays, tout simplement parce qu'on se considère comme pourvoyeur de capital permanent. Donc, on est assis sur du long terme. Arrivé à la tête d'Ecobank en juin 2015, Ade Ayeyemi sera remplacé au poste de directeur général du groupe par Jérémy Awouri, de nationalité kenyane et notre professionnel rompu à la connaissance de la Banque africaine et qui totalise 25 ans dans le secteur. Parmi ses récentes fonctions, il a notamment assuré, ces 10 dernières années, les fonctions de directeur général de la Banque Absa au Kenya.
C'est un rendez-vous culturel phare sur le continent. Le FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, est de retour pour une 14e édition. À l'approche de cet événement prévu du 7 au 10 décembre à Rabat au Maroc, une conférence de presse dédiée à la présentation du programme était organisée ce 13 septembre au siège de l'UNESCO à Paris. Un sujet de la rédaction. Plus de 2000 festivaliers y sont attendus. Le Festival international de la mode en Afrique fera son grand retour au Maroc. Une 14e édition placée sous le thème « La synergie des cultures pour le développement de l'Afrique ». Après Darla en 2018, le FIMA mettra cette année le cap sur Rabat, désignée capitale de la culture africaine. Avant ce rendez-vous prévu en décembre, organisateurs et partenaires sont venus dévoiler ce 13 septembre au siège de l'UNESCO à Paris leurs attentes pour cette prochaine édition. L'initiative d'Al-Fadi est la bienvenue parce qu'elle va faire date et je pense qu'elle va susciter des petits après elle. Il y a un potentiel extraordinaire en Afrique, il y a des talents extraordinaires, que ce soit au sein du continent et même à travers la diaspora africaine qui vit en Europe, qui peut apporter aussi son savoir-faire. Donc ce sera l'occasion de réunir l'ensemble de ces compétences et savoir-faire pour essayer d'abord de promouvoir bien sûr la culture africaine et en même temps de promouvoir les industries créatives pour en faire un véritable levier économique en faveur de la jeunesse africaine. Depuis sa première édition en 1998, le FIMA œuvre à mettre en lumière le savoir-faire de tout un continent. Pour promouvoir cette diversité culturelle, des défilés, expositions ou encore concours rythmeront les 4 jours du festival. Autre temps fort de cette 14e édition, un colloque consacré au financement de la mode. Une thématique qui semble très importante aux yeux de celui qu'on surnomme le prince du désert. Les financiers comprennent qu'on doit mettre des millions de dollars sur un créateur africain. Un Africain ne peut pas être dit « Oh non, non, ma robe elle est très chère parce qu'elle coûte 200 000 CFA, parce qu'elle le fait seule, il n'a pas les moyens de le faire. » Aujourd'hui, il faut que dans le cadre de comment financer les créateurs africains, il faut que les grandes banques comme Afreximbank, comme la BAD, comme la BOAD, commencent réellement à même des mécènes. Les mécénats européens qui ont financé les grands créateurs, mais pourquoi pour l'Afrique? C'est le combat et la protection intellectuelle. L'éducation, c'est une chose. Donc ça, c'est une chose que j'y crois et j'ai envie que ça se passe pour notre continent. Cette jeunesse, des créateurs, des grandes écoles, ils sont là aujourd'hui. Mais ils veulent aujourd'hui vivre de leur art. Mais s'ils doivent mourir avant de le faire, c'est pas la peine. Promouvoir les jeunes créateurs africains, c'est aussi l'ambition que s'est donnée le président du FIMA. Une ambition qui s'est concrétisée avec la naissance de l'ESMA, l'École supérieure de la mode et des arts à Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.